The Debate, notre carrefour d'idées aujourd'hui, commence avec une petite image mentale. Imaginez un instant que vous essayez de cartographier le réseau d'égouts ou de canalisation souterraine d'une métropole tentaculaire. OK, je vous suis. Un ingénieur de la ville, il vous dirait d'attendre la publication des plans officiels, même si ces documents prennent des années à sortir. Et même s'ils arrivent souvent remplis de zones noircies, expurgées par les autorités. Ouais, la fameuse bureaucratie. Exactement, mais de l'autre côté, vous avez un explorateur urbain. Lui, il ne demande pas la permission. Il descend direct par une plaque d'égout avec une lampe de poche, un carnet de notes, puis commence à dessiner la carte lui-même. C'est une excellente image, vraiment. N'est-ce pas? Et il documente chaque fuite, chaque fissure. Aujourd'hui, on plonge dans les méandres d'un système politique très complexe. On examine comment des citoyens s'organisent concrètement pour cartographier ces failles. Et on parle ici de données très spécifiques. Hein? Absolument. Notre point focal, c'est l'écosystème numérique d'une entité ou d'un groupe citoyen connu sous le pseudonyme de Wayview en Belgique. Wayview, oui. Et on va se pencher surtout sur leur dépôt de code centralisé qui est judicieusement nommé le Saloon. Un nom assez évocateur pour un espace de discussion. C'est ça. La question fondamentale qui va animer notre échange, et c'est directement soulevé par les documents de la cellule analyse de cette veille citoyenne, c'est la suivante. Est-ce que ce que l'auteur appelle lui-même la pseudo-science sociale, mais est-ce que ça constitue une méthode rigoureuse et légitime pour faire contre-pouvoir face aux institutions de l'État? C'est une grosse question. Fait que pour ce débat, moi, je vais adopter la posture de l'activiste de la donnée. Je suis convaincu que cette forme d'ingénierie vers connaissance, c'est un outil de transparence redoutable, et vous, de votre côté, vous allez incarner la perspective plus académique. Absolument. Je suis prête. Parce que, pour reprendre votre analogie de tout à l'heure, la question qui se pose vraiment, c'est de savoir si la carte que cet explorateur dessine dans l'obscurité des égouts peut vraiment être considérée comme fiable. Oui, fiable quand vient le temps de réparer les choses. Exactement. Quand vient le temps de réparer ou de réformer l'infrastructure de la ville au complet. C'est tout l'enjeu de cette fameuse pseudo-science sociale. C'est clair. Et c'est justement là que le modèle proposé par l'écosystème Wayview devient fascinant. Moi, je dirais même révolutionnaire. Révolutionnaire, carrément. Ben oui. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec le jargon des développeurs, ce qu'on observe ici, c'est une redéfinition de l'action citoyenne à travers un concept qu'on appelle la documentation as code. La documentation comme du code. C'est ça. En gros, c'est l'idée de traiter la documentation d'un problème social exactement comme on traiterait le code source d'un logiciel. Et technologiquement, il faut avouer qu'ils utilisent des outils de pointe. Ça, je le concède d'emblée. Exactement. On parle d'outils comme Jekyll. Pour faire simple, Jekyll prend du texte brut et génère des sites web statiques. Il n'y a pas de base de données lourde derrière. Ce qui rend le site ultra rapide. Rapide, oui, mais surtout presque impossible à pirater ou à censurer. L'auteur écrit ses analyses dans un langage super simple qui s'appelle Markdown. Fait que chaque constat sur la violence économique, sur la gestion de la pauvreté par les CPA, qui sont l'équivalent belge de nos centres d'aide sociale ici, ou encore sur le statut BIM. Ah, le statut BIM. Juste pour préciser, c'est le statut de bénéficiant de l'intervention majorée. Ouais. Ça concerne les citoyens à faible revenu qui ont droit à de meilleures remises sur leurs soins de santé. Merci pour la précision, c'est super important. Fait que quand Wayview documente la stigmatisation vécue par ces personnes, c'est plus juste un pamphlet imprimé qui finit à la poubelle. Ça devient pérenne. Ça devient une brique logicielle traçable, qu'on peut mettre à jour de façon transparente et qui est inaltérable. C'est protégé par une licence de type Creative Commons, la CC BY-NC-SA 4.0. Donc, aucune exploitation commerciale permise. C'est ça, mais un accès littéralement open bar pour les autres citoyens. Et pour revenir au terme de pseudo-sciences sociales qu'ils utilisent dans leur projet théorique, le projet d'OTech, moi j'y vois une ironie brillante. Une ironie brillante. Ben oui. En se qualifiant de pseudo-science, l'activiste dit en fait, j'ai pas le temps d'attendre la validation lente et compliquée du monde académique. Il brise le monopole des experts institutionnels face à la particratie belge. La particratie, donc le système où les états-majors des partis contrôlent tout. Exact. C'est un activisme empirique, cumulatif, et je suis convaincu que c'est extrêmement efficace. Écoutez, je vous accorde d'emblée l'ingéniosité technique de toute cette infrastructure. C'est déjà ça. Utilisez l'écosystème GitHub, qui est d'habitude une plateforme de travail collaboratif pour les programmeurs, pour faire de l'activisme social, c'est une réappropriation technologique remarquable. Mais, et c'est un grand mais, cela soulève un problème épistémologique majeur. Ah oui,
Quel genre de problème? C'est-à-dire que revendiquer le statut de pseudoscience, même si on le fait sous le couvert de l'ironie ou de la provocation, ça fragilise fondamentalement la crédibilité de votre analyse. Je vois pas pourquoi. C'est un positionnement assumé? Oui, mais quand vous vous tenez face au pouvoir politique, si vous voulez être un véritable contre-pouvoir, vous ne pouvez pas vous exempter des règles de base de l'administration de la preuve. Les règles académiques, vous voulez dire? Les règles de la rigueur, tu sais. Les mots ont un sens. De plus, il y a des contradictions flagrantes dans cette quête de transparence qu'ils prônent. Comme quoi? Prenons leur dépôt central, le fameux salon. Si on regarde bien, nos sources montrent qu'il souffre de limitations techniques au niveau de sa visibilité publique. Ça ressemble drôlement à un club privé restreint à un petit cercle de contributeurs. Ah, vous parlez des accès bloqués pour certains robots d'indexation web? Entre autres, oui. Mais pire encore, l'accès à certaines ressources sur leur site web est littéralement barricadé par des mots de passe. Et des mots de passe qui ressemblent à un jeu de piste en plus. Oui, les devinettes. Par exemple, il y a une devinette où la réponse est cool de source avec des instructions hyper spécifiques disant que ça prend une majuscule et que, je cite, « ça ne marche pas tout le temps ». C'est ludique, c'est pour engager l'utilisateur. C'est ludique, d'accord. Mais pour moi, en tant que chercheuse, une méthode de contre-pouvoir démocratique exige une méthodologie ouverte, transparente et reproductible. Pas une sécurité par l'obscurité qui finit par créer une nouvelle forme d'élitisme réservée aux hackers. C'est une critique que j'entends souvent, tu sais, l'idée de l'élitisme technologique. Mais si on prend un peu de recul, vous comparez implicitement cette démarche aux standards de la publication ouverte de nos universités ou des gouvernements. Ce qui est la norme de la transparence, oui. Mais ce que le modèle documentation Ascode de Wave fait, c'est agir comme un registre public distribué. En utilisant des fichiers Markdown bruts hébergés sur GitHub Pages, le projet offre une souveraineté numérique exceptionnelle. Exceptionnelle? C'est vite dit. N'importe quel citoyen, avec un minimum de connaissances, peut copier ce qu'on appelle 4K dans le milieu, l'intégralité du projet, en 2 clics, et l'héberger sur son propre serveur. Ouais, à condition d'avoir ces fameuses connaissances de base. C'est là que le bas blesse. Mais comparez cela à la recherche académique. Elle est souvent cachée derrière des murs payants exorbitants. Ou pire, pensez aux documents gouvernementaux. Les portails administratifs. C'est ça. Enfouis dans les portails labyrinthiques où même le moteur de recherche interne ne marche pas pantoute. L'opacité apparente du Saloon, avec ses mots de passe et ses accès restreints, c'est pas de l'élitisme. C'est un sas de sécurité intellectuelle. Un sas de sécurité. Oui. Dans un contexte de militantisme face à une machinerie politique puissante, un espace de coordination a besoin d'être protégé contre le vandalisme en ligne, contre les trolls ou la surveillance prématurée de l'État. C'est un laboratoire, tu sais. OK, je saisis l'idée du laboratoire. Une fois que la réflexion est mature, le produit fini coule vers les sites qui sont, eux, totalement publics. Je veux bien accepter l'analogie du laboratoire de recherche, mais le hic, c'est que l'objet même de leur critique, c'est l'opacité du gouvernement. L'État n'a pas les mêmes devoirs qu'un citoyen. La particratie belge, par définition, c'est un système qui éloigne le citoyen des décisions. Ça opère dans l'obscurité des réunions à huis clos. Comment alors une cellule de veille citoyenne peut-elle prétendre dénoncer le manque de transparence de l'État si son propre pivot central, le salon, n'est pas auditable par le grand public? Parce que la transparence du résultat compte plus que l'ouverture du brouillon. On n'a pas besoin de voir le brouillon. Sauf que dans la sphère du data-activisme, la méthode de collecte de l'information doit aussi transparente que le résultat final. Sinon, on demande aux citoyens de simplement croire l'activiste sur parole. Je suis pas d'accord, le code source est là. Mais ce vernis ludique avec les mots de passe capricieux, ça illustre vraiment une culture de l'entre-soi. C'est une dynamique très club de hackers qui, dans les faits, exclut le citoyen ordinaire. Le citoyen ordinaire est tout à fait capable d'apprendre. Celui qui n'a pas le temps de résoudre des énigmes pour accéder à des données sur ses propres droits sociaux, il est exclu, c'est ça la réalité. Je vois ce que vous voulez dire, mais je formulerai ça autrement. La sécurité par le jeu, c'est pas une exclusion, c'est un filtre qui exige de l'agence. De l'agence. Oui, ça demande une implication active de l'utilisateur plutôt que de le traiter comme un simple consommateur passif d'informations. C'est une forme d'éducation populaire par la friction, genre. De l'éducation par la friction, ça c'est un concept original. Mais avançons un peu sur la manière dont cette information est traitée une fois qu'elle sort du salon. Parce que c'est là qu'on comprend vraiment la puissance de la méthode.
Ah, vous parlez de l'utilisation de l'intelligence artificielle? Exactement. Le projet GPT-Pardi, c'est au cœur de leur système. La cellule Waffuette intègre les API, donc les interfaces de programmation des grands modèles de langage, les fameux LLM, comme ceux derrière ChatGPT. Et ils s'en servent pour quoi concrètement? Ils utilisent l'IA pour synthétiser des rapports de commissions parlementaires qui font parfois des centaines de pages. Ils croisent des données très complexes sur le financement des partis avec des décisions législatives. OK. Pour un citoyen isolé, lire et comprendre un texte de loi régional, c'est décourageant. Le gouvernement produit de la complexité juridique qui agit presque comme une arme de dissuasion. C'est vrai que la loi est complexe. Fait que confier cette charge cognitive à l'IA, c'est augmenter de façon exponentielle la capacité d'analyse d'une personne seule face à l'État. Là, vous m'avez perdu. Confier l'analyse d'une législation à un modèle linguistique commercial, Pourquoi pas? C'est un outil. c'est incroyablement dangereux. Pour le coup, c'est vraiment le sommet de ce qu'ils assument être de la pseudoscience. On s'entend que ces modèles de langage génèrent des hallucinations constamment. Oui, mais l'utilisateur vérifie. Ils inventent des faits, ils ont des biais d'entraînement massifs et ils comprennent absolument rien à la causalité juridique ou sociologique. Les modèles s'améliorent de jour en jour, tu sais. Peut-être. Mais confier l'analyse d'une décision politique qui a un impact direct sur la vie et les revenus des gens à un algorithme qui n'est soumis à aucune validation par des pairs, c'est irresponsable. Je trouve ça un peu fort comme terme. Les documents du projet DocTech mentionnent d'ailleurs que l'auteur est conscient des limites de l'IA et qu'il adopte un ton ironique face à ses résultats. Mais l'ironie, ça remplace pas la rigueur empirique. Ça, c'est la vision classique de la recherche. Si le salon stocke des fichiers de données générés automatiquement par une IA pour prouver une fraude institutionnelle, on fait plus de la veille citoyenne. On fait de la génération automatisée de biais de confirmation. On trouve ce qu'on a demandé à la machine de trouver. Je comprends la réticence, je la comprends, mais c'est prêter de mauvaises intentions au processus. L'activiste prend pas le résumé de l'IA pour une parole d'évangile. J'espère bien que non. La documentation précise très clairement qu'il s'agit de notes assistées par l'IA. C'est utilisé comme un exosquelette intellectuel. C'est un levier d'exploration pour dégrossir le travail, pas un oracle infaillible. Mais le danger de désinformation reste entier. La vraie question que je vous pose, c'est celle du rapport de force. Quel est le risque le plus grand? Une corrélation générée par l'IA qu'un humain doit ensuite revérifier, ou bien le narratif médiatique dominant, souvent non vérifié, qui écrase l'opinion publique? Qu'est-ce que vous entendez par là? Le narratif médiatique? Prenez un exemple très documenté par l'écosystème Waveview, l'affaire de Borsu. On parle ici de la construction médiatique d'un récit autour de la fraude sociale. Ah oui, je vois. Souvent, les médias et les politiciens créent des boucs émissaires parmi les classes les plus précaires. Les allocataires du CPA, les personnes sous statut BIM. Ils simplifient les enjeux à outrance pour faire de l'audience ou gagner des votes. C'est un phénomène connu en sociologie politique, oui. Face à cette machine institutionnelle qui produit des récits pour justifier des coupures budgétaires, le citoyen a besoin d'armes asymétriques. D'armes asymétriques? Ben oui, personne n'a le temps de lire les 500 pages de la Commission des affaires sociales pour prouver qu'un journaliste ou un ministre a sorti un chiffre de son contexte. L'IA permet de le faire en quelques secondes. Moi, j'appelle ça de la légitime défense numérique. L'idée de légitime défense numérique, c'est rhétoriquement très fort, je l'avoue. Mais penchons-nous sur les implications du cadre théorique qu'ils utilisent pour mener cette défense. Allons-y. Parce que le projet DocTech, qui est littéralement sous-titré « Petit imprécis de pseudosciences sociales », ne se limite pas à faire de la synthèse de PDF. Il revendique l'utilisation et le détournement d'outils d'évaluation d'entreprise. C'est vrai. KPI, les fameux indicateurs clés de performance qu'on utilise en affaires ou en marketing pour évaluer l'action de l'État. Et c'est là que c'est brillant, honnêtement. Non, c'est épistémologiquement très hasardeux. Essayer de mesurer les politiques publiques ou de prouver l'existence d'une violence de classe en utilisant les tableaux de bord de la rentabilité d'entreprise, ça n'a aucun sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que l'État n'est pas une banque ni une usine de chaussures. Les concepts que le projet tente d'opérationnaliser, comme l'intersectionnalité ou la subjectivation, demandent une rigueur sociologique profonde. Et vous pensez qu'on ne peut pas les chiffrer? Vous ne pouvez pas juste les traduire en petits scripts Python ou en tableau de bord Excel. En utilisant les outils du management néolibéral pour critiquer l'économie néolibérale, ils finissent par reproduire exactement la logique de performance aveugle qu'ils dénoncent. OK, je vois la chose sous un angle radicalement différent. Je m'en doutais.
La réappropriation de ces outils de gestion capitaliste est précisément ce qui donne sa puissance de frappe aux citoyens. C'est le cœur du concept de subjectivation tel que Wayfew l'aborde. C'est-à-dire? L'individu redevient un acteur politique en volant les armes du système qui l'oppresse. Vous dites que l'État n'est pas une entreprise, mais la critique centrale de cette veille citoyenne, c'est que l'État moderne se comporte de plus en plus comme une entreprise. Le nouveau management public, oui, c'est une réalité. On gère les chômeurs avec des quotas et des objectifs chiffrés. Donc, évaluer les centres d'aide sociale à l'aune de ces mêmes KPI, c'est leur tendre un miroir. Un miroir déformant, je dirais. Un miroir factuel, je dirais plutôt. C'est une ingénierie de la connaissance qui refuse de jouer le jeu des bienséances académiques parce que ce jeu est truqué d'avance. L'activiste préfère l'accumulation empirique et brutale. Mais ça manque de contexte. Et attention, ce ne sont pas des théories dans les nuages. Prenez leur projet BSCL 2030, qui s'intéresse à l'aménagement urbain de la région bruxelloise d'ici 2030. Oui, sur la gentrification. Il documente la gentrification, les problèmes de mobilité. Il transforme la frustration subjective d'un citoyen expulsé de son quartier en une base de données au format GeoJSON, un format de données géographiques standardisé qui permet de cartographier la crise du logement de façon irréfutable. Irréfutable. C'est un mot très fort pour une démarche qui, je le rappelle encore une fois, s'auto-proclame pseudo-science et qui refuse les mécanismes de validation croisés. C'est de l'ironie, on le dit. C'est là que notre désaccord atteint son point de rupture, je crois. Vous voyez cette pseudo-science sociale comme une armure ironique, un outil émancipateur? Complètement. Moi, j'y vois, au contraire, la faille fatale qui empêche cette veille citoyenne de devenir une véritable institution de contre-pouvoir. Une institutionnalisation qui la tuerait probablement? Ça deviendrait plat. Pas nécessairement. Si on veut vraiment assainir la démocratie, si on veut combattre les dérives d'un système politique sclérosé, on a besoin de données sur lesquelles tous les acteurs de la société, les journalistes, les juges, les citoyens peuvent s'entendre. Et vous pensez que le salon permet pas ça? Tant que le dépôt Saloon gardera ses zones d'ombre, tant que leurs résumés par intelligence artificielle ne seront pas totalement auditables, ce projet va rester un artefact fascinant de la culture hacker. C'est du militantisme numérique créatif, sans aucun doute, mais ça ne peut pas prétendre au titre de méthodologie rigoureuse. C'est du sabotage épistémologique. Eh bien, et je vous répondrai que face à un monopole de l'expertise qui échoue systématiquement à protéger les plus vulnérables, un peu de sabotage épistémologique, c'est non seulement sain, mais c'est d'une rigueur redoutable dans ses effets. Ça se discute. Hein? L'écosystème de Wayfuel représente une évolution brillante de l'activisme par la donnée. Il ne demande pas la permission d'exister et s'impose par la robustesse de son code et par l'acuité de sa critique sociale. Sur la technique, je suis d'accord. Le dépôt Saloon est le cœur battant de cette résistance. Il prend l'information brute et la transforme en outil de clarification démocratique face à un système qui, franchement, préfère nous maintenir dans le brouillard. En fin de compte, je pense que nous pouvons au moins nous entendre sur un point. Lequel? L'effort déployé pour documenter les failles de l'État fédéral et l'impact des décisions politiques sur les classes populaires, c'est remarquable. L'infrastructure technique choisie par l'auteur, cette symbiose entre Markdown, les sites statiques incensurables et la philosophie des communs numériques, c'est un modèle qui mérite d'être étudié de près. Oui, c'est très solide. C'est une piste très sérieuse pour repenser la participation citoyenne à l'ère numérique. S'assurer que les données publiques survivent à long terme grâce à des formats ouverts, mais c'est une victoire en soi. Absolument. Transformer la plainte citoyenne en code source ouvert, c'est une contribution majeure. Et même si nous restons en désaccord sur l'étiquette de pseudoscience et sur l'usage des IA, le débat que ça suscite prouve que le projet touche une corde sensible. Tout à fait. L'avenir nous dira si cette fusion entre l'engagement radical et la culture technologique réussira à forcer les gouvernements à changer leurs pratiques ou si ça restera un mouvement de niche. Le défi de la crédibilité, lui, ne disparaîtra pas. Ce qui rend l'étude de ces nouvelles formes de résistance si pertinente au final, ça nous force à nous demander, au 21e siècle, qui a légitimement le droit d'évaluer l'État? C'est la grande question. Faut-il attendre patiemment que les architectes officiels nous fournissent un plan épuré et censuré de la ville? Ou doit-on faire confiance à cet explorateur urbain qui descend lui-même cartographier les failles du système dans son propre registre? Le débat reste ouvert. La réponse, comme le suggère l'une des énigmes de leur site, ne coule pas toujours de source. Merci d'avoir exploré ces questions complexes avec nous.
Bienvenue à Deux Débates, notre espace de discours et de croisement des perspectives, où on décortique les idées complexes. Je pense qu'on a presque tous déjà vécu ce moment de flottement bizarre au bureau. Oh ouais, absolument. Le fameux moment d'irréalité. C'est ça. Tu sais, tu reçois un courriel automatisé qui est tellement déshumanisé avec des phrases qui tournent à vide, ou bien tu tombes sur une offre d'emploi avec un titre tellement nébuleux que tu t'arrêtes un instant, tu te demandes si tout ça est bien réel. Là. Genre des titres comme synergiste des flux de talent. Exactement. Ou pour reprendre un exemple de notre sujet d'aujourd'hui, coordinateur ou coordinatrice de silence. Pendant une seconde, l'illusion de la rationalité de l'entreprise se brise, puis on observe la machinerie à nu. Ben oui. Et si ce moment précis où la langue de bois institutionnelle atteint un niveau d'abstraction tellement élevé qu'elle en devient presque poétique, métier d'une poésie profondément aliénante, l'absurdité devient tangible d'un coup. Oui, et on se sent souvent très seul face à cette absurdité-là. Fait que, aujourd'hui, on plonge dans le guide du débutant d'un projet fascinant qui s'intitule La Réserve. Un concept vraiment intriguant sur papier d'ailleurs. Absolument. Le concept de base, c'est d'utiliser ces situations absurdes de notre quotidien professionnel comme un immense terrain d'action. Les participants sont invités à repérer les anomalies et à imaginer ensemble de nouvelles formes d'emploi purement fictives. Et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Voilà, parce que la question centrale qui va guider notre discussion, c'est de comprendre la nature de ça. Est-ce que la réserve, c'est véritablement un jeu en réalité alternée comme ça se présente, ou est-ce que c'est fondamentalement une nouvelle forme de militantisme social déguisé sous des mécaniques ludiques? Une excellente question. Pour ma part, je vais défendre l'idée que la réserve est par essence un jeu. Ça s'appuie sur des règles claires, des phases de création fictives et ça emprunte directement à la culture vidéoludique. Et de mon côté, je soutiendrai la thèse inverse. Les mécanismes de la réserve, ce sont des outils tactiques de subversion. C'est de la critique institutionnelle, ce qui en fait une action militante à part entière. Planez aucun doute. Il définit explicitement la réserve comme un ARG, un jeu en réalité alternée. C'est vrai que l'étiquette est là. Oui, c'est pas juste une étiquette, c'est la structure. On n'est pas face à un tract syndical abstrait. On est face à une structure ludique très claire, avec un cycle en 5 phases précises. On utilise un vocabulaire spécifique au game design. On s'adresse à un joueur ou une joueuse. Oui, mais les mots, ça se manipule. Peut-être, mais regarde les récompenses. On donne des badges symboliques, comme le badge détecteur d'anomalies ou ensemble improbable. Et surtout, lors de la phase 3, l'aspect créatif et fictionnel est central. La phase de création, oui. Exact. Les participants créent des parodies. Ils utilisent des outils de création de jeux comme Twine ou Godot Engine. C'est de l'art interactif. Ça place fermement l'expérience dans un bac à sable, un espace de jeu. J'aborde la question d'un autre angle, moi. Si on dépasse la simple taxonomie, le vocabulaire qu'ils utilisent, si on gratte la surface, la finalité trahit sa nature politique. Comment ça? L'objectif, c'est de créer, non? Mais non, l'objectif déclaré, c'est de révéler l'absurdité du système. C'est de créer un observatoire vivant des dysfonctionnements de la société. Et regarde l'absence délibérée d'éléments compétitifs. C'est un jeu collaboratif, c'est courant. C'est plus que ça. Il n'y a aucun score, aucun classement. L'approche repose sur une inclusivité radicale. Le texte dit qu'il faut accueillir la précarité, la fatigue, la lenteur, et ce sans jamais les pénaliser. Et tu vois ça comme du militantisme? Absolument. Dans notre marché du travail hyper performant, valider l'échec et la lenteur, c'est pas juste une règle de jeu, c'est une posture militante anticapitaliste directe. C'est un refus de reproduire les dynamiques du monde du travail. Forte. Mais permettez-moi de vous offrir une autre perspective. Je t'écoute. Si on analyse le cœur de la phase 3, le fameux détournement, on est purement dans le jeu de rôle et l'imaginaire, la création d'une fausse offre d'emploi comme le coordinateur de silence qu'on mentionnait, avec des animaux mascottes pour l'équipe. C'est de la fiction. De la fiction utilisée comme une arme, oui. Attends, le truc crucial ici, c'est que le jeu exige que chaque création soit formellement identifiée comme une fiction ou un pastiche. Le fait d'exiger ça, ça maintient l'expérience strictement dans le bac à sable du jeu. Je suis pas du tout d'accord avec cette lecture-là. C'est comme une zone sécuritaire, là. Tu joues avec le jargon toxique, mais en disant c'est une parodie, tu restes dans le jeu.
Sauf que l'utilisation de l'humour et du pastiche, c'est une tactique militante classique. Ça sert à contourner la censure et à exposer le ridicule des institutions. L'étiquette de fiction, c'est un bouclier légal, pas une limite de jeu. Trouve pas que c'est prêter beaucoup d'intentions politiques à une activité de création? Non, parce que regarde la phase 2, la cartographie. Avant même de parodier, les participants archivent collectivement les points de friction du système. C'est de la recherche-action sociologique menée par des activistes. On archive les problèmes, on documente. C'est pas juste un monde virtuel inventé de toutes pièces. Puisque tu soulèves la question de la recherche-action, ça nous amène naturellement au moment où ces fictions rencontrent les véritables institutions, tu sais, la phase 4. Oui, l'interaction avec le monde réel. C'est ça. Quand les participants prennent leur fausse offre d'emploi et contactent de véritables ASB belges, des associations sans but lucratif, pour demander une reconnaissance. Et c'est là que ton argument du simple jeu tombe à l'eau. Je dirais le contraire, en fait. Dans un ARG, un Alternate Reality Game, la porosité avec le monde réel, c'est la mécanique principale. C'est normal de franchir cette barrière. Sauf que contacter des ASB belges réels, compiler leurs refus ou analyser leur silence, ça sort complètement d'un cadre de jeu. C'est un point intéressant, bien que je le formulerais autrement. Le silence ou le refus de la SBL n'est pas vu comme une victoire politique dans le guide. Non, c'est vu comme une donnée sociologique. C'est vu comme une ressource narrative. C'est simplement intégré au récit du jeu. Et ça permet au cycle de recommencer avec la phase 5 qu'ils appellent la boucle. Il n'y a aucune volonté concrète de démanteler l'association. Ils utilisent l'ASBL comme un simple PNJ, un personnage non joueur. Traiter l'institution comme un PNJ, c'est justement la méthode d'audit. Le silence institutionnel, c'est ce qui écrase les individus dans la vraie vie. C'est en faire une donnée qui en dit long sur les dysfonctionnements de notre société. Ça transforme les participants en auditeurs du système. Des auditeurs ludiques, peut-être. Des militants surtout. Le but avoué du projet, c'est qu'ils basculent dans le réel. Ils veulent que la fiction force l'institution à réagir. Mais ce besoin de compiler ces données collectives, ça nous amène naturellement à la question de savoir qui fait ce travail et comment la communauté s'organise. La structure est très révélatrice, oui. Et révèle que c'est un jeu EDBA. Si on regarde les rôles offerts, c'est super classique pour la participation en ligne. Tu as l'initiateur qu'ils appellent le recruteur, tu as le participant actif, le citoyen ou la citoyenne joueuse. Et le fameux témoin silencieux. Voilà. C'est la consécration du lurker, le profil typique des forums de jeu. Quelqu'un qui observe sans interagir et regarde des outils recommandés. GitHub Pages, Netlify, des éditeurs comme Etherpad. Des outils décentralisés. Des outils neutres surtout. Ils sont axés sur l'abaissement des barrières techniques pour que les gens puissent jouer et créer facilement. Tu cherches un mouvement de résistance là où il y a juste de l'accessibilité pour des concepteurs amateurs. Je suis désolée, mais je n'achète pas cet argument du tout. Laissez-moi vous dire pourquoi. Vas-y, je suis curieux. L'absence totale de hiérarchie dans cette communauté, le fait qu'il n'y ait aucune date limite de production, aucune obligation de s'inscrire, ça correspond parfaitement à la structure des mouvements sociaux décentralisés modernes. Ou à une communauté open source détendue, tu sais. Mais écoute, le rôle du témoin silencieux, ce n'est pas juste un visiteur passif. Le guide suggère qu'ils archivent les créations pertinentes. C'est un acte de préservation de la mémoire militante. Ils documentent la friction. Archiver, c'est aussi juste garder une trace d'un jeu narratif, comme on sauvegarde une partie. Mais avec ces outils-là, ils évitent la censure corporative. C'est une stratégie de mouvement social. Écoute, je pense que l'ingéniosité de la réserve, c'est justement d'utiliser la sécurité et la liberté conceptuelle du jeu. Utiliser Twine ou Godot, ça sert à aborder l'anxiété du monde professionnel sans se mettre en danger. C'est parce que c'est un jeu qu'on peut s'y investir autant. Je concède que l'aspect de sécurité est là, oui. Et cette sécurité permet la catharsis. Tu inventes des absurdités pour exorciser le stress de ta semaine de travail. Je réitère quand même que ces objectifs-là fondent la plateforme à manifeste. Révéler les non-dits, utiliser l'anomalie du système et surtout tenter de transformer cette fiction en opportunité réelle via les ASBL. C'est de l'activisme participatif déguisé en ARG. On utilise les codes du jeu pour refuser les contraintes de performance. C'est fascinant parce que, au fond, on converge sur un point. La réserve brouille brillamment ces frontières-là. Ah, ça, c'est indéniable. C'est une ligne de crête. Ouais.
Qu'on considère la démarche comme une mécanique purement ludique ou comme une tactique militante, l'utilisation de la fiction pour forcer le réel à réagir, c'est une méthodologie super innovante. Tout à fait. C'est puissant de voir comment une anomalie inventée peut révéler les failles d'un système qui est beaucoup trop rigide. Exactement. Et ça nous invite en tant qu'auditeurs à examiner notre propre tolérance face aux absurdités kafkaïennes de notre quotidien. T'sais. Le matériel source regorge de subtilités sur la façon dont on accepte les règles invisibles du travail. On finit par les normaliser, ces règles. C'est ça. La prochaine fois que vous croiserez une de ces offres d'emploi lunaires, prenez un instant. On laisse le soin à notre public de décider par lui-même si jouer avec les règles d'un système brisé est en fin de compte le meilleur moyen d'en imaginer un nouveau. C'est une excellente réflexion pour conclure. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la prochaine pour un nouveau débat.